Donc, autour de cette question, développer une organisation vivante et évolutive, on avait déjà envie de commencer par de se remettre un peu dans un état des lieux, alors vraiment très rapidement. Et on cherchait un peu avec Martin, bah voilà, est-ce qu'il y a des études qui parlent des réorganisations? Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Et on a notamment celle qui avait été faite, ou en tout cas par un professeur de sciences de gestion Cotter en 96, qui nous dit, à l'époque, 70% des changements nécessaires ne sont pas lancés ou ne sont pas achevés. Et puis, McKinsey a sorti une étude en 2021 qui montre que bah, les grandes réorganisations échouent environ à 70% du temps. Alors bon, déjà, le constat qu'on peut faire, c'est qu'on n'a pas beaucoup progressé hein, entre 1996 et 2021. Et ce qui est intéressant dans ces deux études, ou en tout cas dans les travaux, de quoi on parle quand on parle d'échecs, des réorganisations, bah, en fait, on va parler de délais qui ne sont pas tenus, de retours sur investissement qui ne sont pas atteints, de collaborateurs qui vont être épuisés. En tout cas, il y a tout un tas de critères qui peuvent expliquer, ou en tout cas qui montrent que ces organisations ne fonctionnent pas. Et ce qui est intéressant, c'est de vraiment voir que ces réorganisations, en fait, c'est vraiment des grandes transformations qui font bouger l'ensemble de la structure de l'entreprise et qui viennent avec un mythe qui est celui de finalement la réorganisation, c'est ça qui va nous permettre de résoudre tous nos problèmes. Sans imaginer ou sans anticiper le fait que, ben, en fait, il y aura des nouveaux problèmes qui vont venir avec la nouvelle forme d'organisation. Ce serait vain de penser qu'une réorganisation, ce serait comme une baguette magique. Et finalement, le constat que les chercheurs peuvent poser sur ces grandes réorganisations, c'est que finalement, elles sont très centralisées et mécanistes, au sens où la manière dont elles sont décidées se fait au niveau le plus haut de l'organisation, donc plutôt par les managers, les hauts managers et les directions, voire avec des cabinets externes de consultants, donc qui peuvent être aussi très décalés de l'organisation. Et puis en plus, c'est des organisations qui sont pensées de manière mécaniste, au sens où, comme si l'organisation du travail n'était qu'une machine et qu'il n'y avait pas de travail vivant, au sens où il y avait des humains qui étaient en capacité de faire ce travail. Et pourtant, on sait bien qu'une organisation, si elle existe, c'est avant tout parce qu'il y a des personnes qui la font fonctionner. Or, ce qu'ont montré ces travaux, c'est que bah, dans les faits, les collaborateurs, les collaboratrices, ils sont très peu engagés, c'est-à-dire qu'on ne les laisse pas réfléchir à la question de l'organisation de leur travail, et ils sont tout juste informés de ces réorganisations-là. Alors peut-être juste un bémol ou en tout cas un warning. Nous, on n'est pas en train de vous dire que c'est pas une bonne chose de se réorganiser en profondeur, par exemple, tous les 5 ans. Mais c'est plutôt peut-être l'absence d'espaces de réorganisation qui sont plus décentralisés et qui sont plus organiques, qui font défaut aujourd'hui aux entreprises. Et donc, forcément, la question qu'on avait envie de se poser, bah, c'est si on essayait d'avoir des réorganisations qui sont moins grandes, qui sont plus petites, qui sont plus régulières et que les équipes ont envie et peuvent aussi mettre en œuvre. Et donc, là, on s'est à nouveau tourné vers la recherche, et ou en tout cas, c'est les travaux de recherche et les explorations que nous, on fait maintenant depuis pas mal d'années sur les organisations qui favorisent beaucoup la responsabilisation, l'autonomie, des nouveaux modes de management et d'organisation. Eh bien, ce qu'ont en commun l'ensemble de ces organisations, c'est vraiment de changer le rôle des opérationnels. D'opérationnels dans des structures plus classiques qui reçoivent des directives de leurs managers, hein, qui sont vus comme étant leurs responsables, responsables d'eux. Et bien dans ces autres formes d'organisation du travail, et bien en fait, les opérationnels, eux, ils participent activement à l'organisation de leur activité de travail et à la réflexion sur ce qu'ils font, comment ils le font et pourquoi ils le font. Et dans ces structures-là, on voit apparaître justement des petites réorganisations. Donc, c'est des temps qui sont dédiés à la question de comment on travaille pour faire ce qu'on a à faire, qui sont très décentralisées, c'est-à-dire qu'elles sont au niveau des opérationnels et qui sont très organiques. C'est-à-dire qu'elles dépendent des besoins que vont rencontrer les individus et que va rencontrer l'organisation en fonction des aléas de l'environnement, etc. Et ce changement de rôle pour les opérationnels, évidemment, bah, en termes de structuration, il s'accompagne de nouveaux espaces de discussion, de réflexion, de délibération collective autour de l'organisation du travail. Si on a envie de donner cette part plus active à la question de l'organisation du travail aux collaborateurs, bah forcément, il faut créer des espaces pour y réfléchir. Et aujourd'hui,
Il y a plein de manières de faire, mais si on devait un peu caricaturer, vous allez avoir par exemple des réunions semestrielles ou annuelles avec ce qu'on appelle du team crafting, qui est une méthode qui permet d'adapter collectivement le travail en fonction des possibilités qui sont présentes dans l'équipe. Donc ça, c'est des choses que vont faire, c'est des temps que vont dédier les équipes pour réfléchir à la question de leur organisation du travail. Vous allez aussi avoir ce qu'on appelle des temps d'amélioration continue qui sont adoptés dans les organisations qui ont mis en place du lean ou des méthodes agiles. Et puis enfin, l'autre modèle sur lequel on va se pencher un peu plus en profondeur aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des réunions de gouvernance, par exemple, dans les systèmes holacratiques. Donc en fait, il y a plein de manières de faire. On ne pouvait pas couvrir l'ensemble des pratiques, mais c'était déjà vous balayer un peu le paysage de ces éléments-là. Peut-être quelques exemples à vous partager qu'on trouve intéressants pour justement vous montrer l'ensemble des pratiques qui peuvent exister. Le premier, c'est celui de Lipi, qui est une entreprise spécialisée dans les clôtures et les portails. Lipi, ils ont vraiment pensé de manière extrêmement structurée l'organisation de leurs réunions et ils appellent ça des réunions R, qui veulent dire apprentissage à intervalles rapprochés. Donc c'est vraiment l'objectif de ces réunions, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce qu'on observe, de ce qu'on fait, des interactions, des signaux que nous envoie l'environnement extérieur, etc. Et donc, ils ont structuré 4 formats de réunion. Vous en avez une de 10 minutes tous les jours dans les ateliers. Vous en avez une de tous les jours également qui est plutôt au niveau des animateurs des unités de production. Vous en avez une troisième qui est hebdomadaire plutôt dans les fonctions support. Et enfin une quatrième qui elle est mensuelle et qui est plutôt au niveau de la direction mais qui intègre les collaborateurs. Et en fait, l'articulation de ces différentes réunions leur permettent justement de faire évoluer leur activité de travail et l'organisation de leur activité en fonction des difficultés, des opportunités qui émergent dans leur organisation. Et donc, ils ont vraiment cette capacité à être extrêmement agiles. Deuxième exemple, Make Sense. Je vous laisserai lire ce qu'il y a dans les différents bullet points, mais Make Sense, belle organisation, une centaine de personnes en France. Ce qui est intéressant, eux, c'est vraiment qu'ils se définissent comme une organisation vivante et donc qui évolue en fonction des objectifs d'impact, mais aussi des événements qui leur arrivent. Et deux éléments qui les caractérisent, qui sont assez forts d'un point de vue organisationnel, c'est les équipes qui sont autonomes et qui sont relativement petites. C'est-à-dire elles ne doivent pas, elles ne peuvent pas dépasser 10 personnes. Et à chaque fois qu'il y a une 11e personne qui arrive dans l'équipe, ça devient deux équipes. Et donc, qui dit deux équipes, dit aussi des rôles qui sont affectés à ces deux équipes. Donc, il y a toujours un leader dans chaque équipe, mais il y a aussi des référents dans chacune des équipes, donc RH, vente, donc sales, budget, etc. Donc, qui sont dans chaque équipe, une forme de décentralisation aussi des fonctions support au sein même des équipes. Voilà, voilà ce qu'on peut retenir du modèle Make Sense, même si il nous faudrait plus de temps pour en parler, mais ça peut être quelques sources d'inspiration. Puis il y a un troisième exemple avec Solinum. Là, vous allez voir que c'est un exemple qui va être proche de ce dont on va vous parler juste après avec les réunions de gouvernance. Donc, Solinum, belle association, une cinquantaine de salariés. Et eux organisent dans chacune de leur équipe, qu'ils appellent cercle, deux réunions par an de feedback et qui sont des temps. Alors, feedback, c'est pas anodin, c'est vraiment un temps dans lequel on peut faire des retours d'expérience sur la manière dont s'est passé notre travail ou le travail collectif. Et donc, c'est des temps qui sont apprenants, mais qui sont aussi des temps de partage, aussi un peu de franchise, d'authenticité, où on peut aller au fond des choses et essayer de comprendre qu'est-ce qui a dysfonctionné, des processus, des partages de la responsabilité, des outils, etc. Mais aussi, bien évidemment, essayer de les faire évoluer. Et donc, c'est des temps collectifs, mais il ne s'agit pas juste d'entendre les feedbacks, mais de se dire comment est-ce qu'on les transforme, comment est-ce qu'on les régule pour essayer ensemble d'améliorer notre organisation de travail. Voilà un exemple supplémentaire avant d'entrer dans le sujet des réunions de gouvernance. Et il nous semblait aussi important de vous partager peut-être quelques prérequis, c'est-à-dire quand on souhaite commencer à donner cette capacité à ces équipes de réfléchir à l'organisation du travail et comment l'organisation du travail peut évoluer, il y a quand même quelques prérequis qui nous semblent importants. Le premier élément, et c'est des prérequis qui aussi montrent dans toutes les organisations qu'on a pu rencontrer ou qui fonctionnent de cette manière-là, c'est des prérequis qu'on retrouve systématiquement. Le premier, c'est d'avoir des unités opérationnelles de petite taille. Alors quand nous, on parle d'unités opérationnelles, on parle d'équipes, mais ça peut être aussi même des unités au sens transverse. Donc vous allez avoir ce qu'on peut appeler des cercles, des comités.
des mini-usines, des unités de production. L'idée, c'est vraiment d'être plutôt dans des équipes, qu'elles soient de travail de production ou même transversales, qui sont plutôt réduites. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, quand on est dans une équipe réduite, en fait, on limite les coûts de transaction. On a moins besoin de coordination, moins de communication entre les membres. Donc, ça facilite énormément le travail. Deuxième critère qui nous semble assez important, c'est la question de la maturité de l'équipe, si on peut en parler comme ça. En tout cas, il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce que l'équipe, elle existe depuis suffisamment longtemps pour commencer à mettre en œuvre des changements? C'est sûr que si l'équipe vient de se constituer et n'a même pas eu le temps d'éprouver la manière dont le travail est organisé, bah, elle aura du mal à pouvoir commencer à émettre de nouvelles idées. Aussi la question de savoir est-ce que les personnes dans cette unité-là se sentent bah, suffisamment compétentes pour pouvoir participer au changement, faire des propositions et aussi suffisamment soutenues pour pouvoir mettre en place ces changements-là. Et puis enfin, est-ce que les membres de l'équipe ont une bonne qualité de lien? Parce que le fait de devoir participer et de réfléchir collectivement, bah, ça nécessite aussi d'être dans un environnement dans lequel on a confiance, on se sent lié de manière, on va dire, soutenante avec les personnes avec lesquelles on travaille. Et puis, dernier critère qui n'est pas des moindres et qui peut paraître parfois contre-intuitif, c'est l'idée vraiment d'avoir un certain degré de formalisme. Pourquoi? Parce que la formalisation, ça apporte de la clarification, ça apporte de la transparence et ça permet aussi, quand on a besoin d'itérer, comme là, en se disant, bah, en fait, on n'est pas dans des grandes réorganisations tous les 5 ou 10 ans, mais dans des petites réorganisations très régulières, et bah, le formalisme permet de pouvoir itérer sans se perdre sur pourquoi on avait fait tel choix, comment on l'avait fait, etc. Et pourquoi contre-intuitif? Bah, parce que souvent, on entend que les grandes organisations qui sont assez pyramidales, et bien en fait, elles sont très formalistes, elles sont très rigides. Mais finalement, en fait, ce qu'on voit, c'est que pas tant que ça. Il y a énormément d'informalités, de relations autres que celles bien décrites par l'organigramme et les processus de décision. Tandis que finalement, dans les organisations dans lesquelles on donne beaucoup d'autonomie, beaucoup de responsabilité, en fait, le formalisme est extrêmement important parce qu'il va permettre de générer un sentiment de sécurité. Oui, on a de l'espace pour décider, notamment comment on peut se réorganiser au sein de notre unité, mais cette liberté-là, en fait, elle se fait dans un cadre. Donc la formalisation est extrêmement importante. On voulait justement faire une petite focale sur du coup, une manière de conduire ces changements organisationnels au sein d'une équipe. Et pour ça, on fait cette focale sur la réunion de gouvernance en holacratie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'holacratie, juste de vous dire qu'en holacratie, il y a trois types de réunions qui peuvent exister. Les réunions dites de triage qui visent à traiter toutes les tensions opérationnelles, donc qui sont plutôt des réunions soit quotidiennes, soit hebdomadaires. Vous avez les réunions de gouvernance qui visent à faire évoluer bah, l'organisation du travail, donc la manière dont on fonctionne, qui sont souvent trimestrielles ou semestrielles. Et puis vous avez les réunions stratégiques qui, elles, visent à mettre à jour les objectifs et les priorités. Donc là, on est plutôt sur un temps encore plus long. Nous, c'est vraiment sur la réunion de gouvernance qu'on va se centrer aujourd'hui, puisque justement, c'est celle qui permet de faire évoluer l'organisation du travail. Alors, dans le système holacratique, en réunion de gouvernance, vous n'avez pas d'ordre du jour préétabli, mais un facilitateur ou une facilitatrice qui va venir récolter l'ensemble des tensions qui sont apportées par les membres de l'équipe. Ça, c'est un premier élément, et évidemment tenir un cadre pour les traiter collectivement. Qu'est-ce qu'on appelle une tension? Une tension, c'est vraiment, comme on le dit en physique, hein, c'est une différence de potentiel entre la situation telle qu'elle est et qu'on aimerait qu'elle soit. Donc c'est vraiment, on observe qu'il y a une différence entre euh, les choses telles qu'elles sont et ce à quoi on pourrait aspirer pour elles. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est bah, que dans ces réunions de gouvernance, on va prendre des décisions collectives, non pas par la méthode du consensus, qui vise à ce que tout le monde dise oui de manière enthousiaste, mais ce qu'on appelle la méthode intégrative ou dite par consentement, qui vise, elle, plutôt à dire à ce que personne n'ait d'objection. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même d'avancer et de voir si on peut trouver un espace dans lequel ça ne heurte ça ne met pas en péril l'organisation d'un point de vue financier, ni d'un point de vue de ses valeurs, ni d'un point de vue de sa raison d'être. Et donc, troisième facteur extrêmement important, ces tensions qu'on va traiter de manière collective et sur lesquelles on va décider, eh bien, tout ce qu'on fait émerger doit être évidemment respectueux de la raison d'être. Et la raison d'être, ça va vraiment être
la boussole, un des cadres essentiels pour pouvoir se dire comment est-ce qu'on évolue. C'est vraiment ce à quoi aspire l'équipe, c'est la mission que s'est fixée l'équipe et qui intervient finalement comme des poupées russes. Elle est au service elle-même de la raison d'être de l'organisation. Et donc, avec les réunions de gouvernance dans des organisations de type holacratique, mais qui peuvent par extension s'inspirer de ce modèle-là et puis quelque part intégrer des réunions de gouvernance dans leur structure, eh ben, on va avoir quelques principes forts qui vont guider l'action et les décisions au sein de ces réunions de gouvernance. Le premier, c'est au lieu de penser une organisation parfaite, bah, essayons des changements et autorisons-nous à les faire évoluer de nouveau plus tard au besoin. Et donc, le deuxième point, il est aussi lié au premier, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on s'autorise à faire ces changements-là? C'est parce que on aura toujours l'occasion dans une prochaine réunion de gouvernance de faire réévoluer l'organisation dans un autre sens. Et donc, je vais m'arrêter sur ces deux premiers éléments parce moi, ils me semblent extrêmement forts. Des réunions de gouvernance, on va en organiser en fonction du rythme des équipes, de l'intensité de ses membres. C'est-à-dire, plus il va y avoir de tensions qui vont s'accumuler. Vous m'entendez bien? Je crois que j'ai eu un petit problème de connexion. On va essayer de reprendre. Je disais donc, on va les organiser tous les 3 mois, 6 mois, mais en même temps, elles sont aussi à la demande des différents membres de l'équipe. Et donc, bah, si des tensions s'accumulent, eh bien, on va avoir une réunion de gouvernance. Mais on va les planifier aussi dans l'agenda. Et le fait de les avoir planifiés dans l'agenda, bah, ça va énormément relâcher la pression qu'on peut se mettre pour avoir une organisation parfaite. C'est-à-dire qu'en fait, on va émettre des tensions dans une réunion de gouvernance, on va prendre un certain nombre de décisions, peut-être créer un nouveau rôle, peut-être faire évoluer un processus ou des outils, mais parce qu'on sait quelque part que dans 3 mois, on va se revoir et qu'on va avoir de nouveau ce temps-là, eh bien, on va être suffisamment à l'aise à avancer avec une solution qui n'est peut-être pas la solution la plus optimale possible, mais c'est la solution qu'on a trouvée à ce moment donné dans la configuration d'équipe dans laquelle on est, etc. Et donc ça va considérablement accroître la capacité d'expérimentation de l'équipe, mais aussi la créativité de l'équipe pour trouver des modes d'organisation qui sont originaux et qui conviennent aux besoins des individus et en même temps de l'organisation et de sa raison d'être. Et puis le troisième point, c'est tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ça, c'est quelque chose d'assez fort. C'est-à-dire, au lieu d'aller demander l'autorisation partout, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Tiens, on aimerait bien essayer quelque chose de nouveau. Ça a déjà été fait, ça n'a pas déjà été fait. Est-ce que ça ne va pas impacter d'autres services? On va plutôt se dire, bah, si c'est noté nulle part, eh bien, a priori, on va s'autoriser à faire ces changements-là. Et si ça impacte un autre service négativement, bah, lui-même aura l'occasion de mettre une tension. Et si elle n'atterrit pas dans son cercle, dans sa réunion d'équipe, bah, elle atterrira dans la réunion d'équipe supérieure ou au comité de direction, où on pourra prendre ce point et le régler. Et donc, ça, c'est très fort. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est-à-dire, en fait, on n'attend pas d'avoir de nouvelles informations pour décider. On peut avancer avec une décision organisationnelle lors d'une réunion de gouvernance et on verra si ça crée des tensions dans l'organisation. Puis quelque chose de fort aussi dans un grand formalisme sur ce qui est autorisé ou ce qui n'est pas autorisé. Qu'est-ce qu'on peut changer dans nos réunions de gouvernance concernant un cercle, les autres cercles, etc. Tout ça, c'est régi par une constitution dans l'holacratie, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous, dans nos enseignements? Ben, c'est de se dire, plus il va y avoir une forme de formalisme dans un wiki, dans des documents partagés pour dire qu'est-ce qu'on fait dans des réunions de gouvernance, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, etc., plus, quelque part, on donnera de la liberté dans ce cadre. On voulait vous partager un exemple pour finir d'une réunion de gouvernance comme elle pourrait être animée. Alors, pour ceux qui étaient là à notre deuxième webinaire, on avait déjà pris l'exemple de Robustesse Consulting, qui est, comment dire, une forme de copie, de copycat de résilience. Et puis alors là, on imagine du coup une tension qui a été émise par Jacqueline Prière dans son rôle de gigaphone. Et donc, elle arrive en réunion de gouvernance et elle nous dit, bah, la raison d'être de mon rôle, c'est de développer la visibilité, la notoriété et les leads entrants de Robustesse Consulting grâce à une communication redoutablement efficace et de qualité des réseaux sociaux et de la newsletter. Bref, elle s'occupe de la communication de Robustesse Consulting. Mais elle nous dit, bah, voilà, chaque année, il faut faire les cartes de vœux. Je veux bien communiquer dessus, mais qui les réalise, c'est pas clair pour moi. On voit ça apparaître nulle part dans aucune redevabilité d'aucun rôle. Et donc, bah, moi, je propose que ce soit le rôle de vie coopérative et écosystème qui prépare le rapport annuel de l'entreprise et qui me soumet des idées de cartes de vœux à envoyer à nos partenaires. Donc, quelque part, j'arrive avec une tension, je ne sais pas qui fait ça, c'est pas clair, j'aimerais le clarifier. Voilà, j'arrive avec une proposition. Le facilitateur, il recueille les questions de clarification.
Ensuite, il fait un tour d'avis, il prend des objections, et puis à la fin, avec une décision intégrative, on arrive à une décision dans laquelle personne n'a d'objection. Et donc bah, là, ici, on ajoute au rôle vie coopérative et écosystème deux redevabilités, celle de faire le rapport annuel et de soumettre des idées pour la carte de vœux. Et donc vous voyez que dans un outil comme Role-Based, hein, ça permet d'illustrer aussi comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie à bon escient, au bon endroit, quelque part, eh ben, on peut avoir des réunions de gouvernance qui changent directement la structure de notre organisation. Donc là, vous voyez, bah, à l'issue d'une réunion de gouvernance, on verrait du coup les deux redevabilités qui s'ajoutent automatiquement, comme si le compte-rendu, si vous voulez, était vivant, il venait directement changer notre organigramme, les redevabilités, du coup, là, en l'occurrence, du rôle vie coopérative et écosystème. C'était un exemple de comment est-ce qu'une réunion de gouvernance peut quelque part venir tout de suite faire évoluer la gouvernance de l'organisation instantanément. Plutôt que de continuer à parler, à vous partager plein d'éléments, déjà, ce qui on trouve intéressant, c'est de voir comment bah, vous pouvez vous poser la question en sous-groupe. Donc, on vous propose sur 20 minutes de vous présenter, de partager les processus existants de votre organisation